Tout le monde, ici Joris. Aujourd'hui, je voulais prendre le temps d'une vidéo pour parler de la label agriculture biologique, puisque j'ai fait le choix de cette certification pour ma pépinière l'automne dernier sur la commune d'Abaré. Je profitais ici comme ça de cette transmission sur un retour d'expérience pour parler de la bio d'un point de vue très pratique. Déjà, quel processus pour être certifié? C'est quoi les obligations au niveau du suivi après une fois qu'on est certifié? Et puis aborder quelques questions que j'entends souvent sur le cahier des charges bio. Voilà, avant de me lancer, je précise que tout ce qui est étapes, réglementation pour lancer des projets agricoles, c'est quelque chose que je traite régulièrement dans mes formations, en particulier la formation en ligne Le b.a.-ba du droit agricole et puis dans mon livre sur le droit agricole. Allez, on est parti. Donc, au démarrage du processus, il y a deux choses à faire en parallèle. La première, c'est la notification. Alors, c'est plus précisément la notification auprès de l'agence bio, qui est une agence d'État. Donc, sur son site internet, on se crée un compte et on se déclare le fait que on va démarrer soit une démarche de conversion, si on a déjà une exploitation, soit qu'on s'apprête à créer une exploitation avec la certification, donc agriculture biologique. Voilà, c'est très simple, il y a pas de complexité particulière. Et suite à la déclaration, on reçoit la récapitulative de notification, donc document qui acte le fait que on a bien fait cette notification. En parallèle de ça, on va choisir un organisme certificateur. Bon, aujourd'hui, il y en a 10 qui travaillent en France. Voilà, je vous ai mis ici à l'écran. On trouve leurs coordonnées sur le site de l'agence bio. Ça fait partie des liens que je vous mets en dessous de la vidéo d'ailleurs. Donc, libre à vous de prendre celui qui vous plaît, d'en contacter plusieurs, de leur demander leur devis, pour voir lequel vous intéresse. Bref, donc, vous choisissez celui qui vous plaît. Pour ma part, ça a été EcoCert, qui est de fait l'organisme le plus courant maintenant en France. Et donc, on va signer un formulaire d'engagement qui va comprendre à la fois un engagement du fait de respecter le cahier des charges d'agriculture biologique et qui constitue en même temps un devis. Voilà, voilà. Alors, quel est le montant pour de la labellisation, le montant annuel pour une toute petite ferme, pour une micro-ferme, c'est de l'ordre de quelques centaines d'euros, entre 300 à 600 euros pour TTC, pour donner un ordre de grandeur. On reçoit donc, une fois qu'on a signé ça, une attestation d'engagement de la part de l'organisme certificateur. Et on aura une visite de contrôle sur site par un technicien de l'organisme pour vérifier que l'état exact du site, ce qu'on a déclaré comme surface, comme localisation, correspond bien à la réalité. Puis voir s'il n'y a pas de contre-indication donc à la certification. À noter qu'il n'y a pas d'analyse de l'eau ou d'analyse des sols, sauf si le technicien considère qu'il y a vraiment, il y a vraiment une suspicion forte du fait que le sol ou les eaux soient contaminés par des produits qui ne sont pas autorisés en bio. Mais en dehors de ce cas de figure-là, il n'y a pas d'analyse en laboratoire, donc des eaux et du sol. L'autre point aussi important dans cette audit là sur site, c'est que si vous voulez bénéficier de la réduction de la période de conversion en bio, eh bien, c'est important de le mentionner au technicien pour que, si celui-ci juge que le terrain est OK, eh bien, il donne son avis favorable pour la demande de réduction de conversion. Alors ça, je vais donner quelques précisions par la suite, mais par défaut, un terrain doit passer au moins donc 2 ans de période de conversion avant d'être labellisé bio, mais dans certaines conditions, on peut bénéficier d'une réduction raccourcie, voire d'une durée nulle de conversion, c'est-à-dire être certifié d'emblée en bio. Donc, à noter que dès lors qu'il y a donc un rapport favorable fait par l'organisme certificateur, eh bien, vous entrez dans l'annuaire officiel qui est géré par l'agence bio, qu'on trouve en ligne, et qui est donc l'annuaire exhaustif de tous les producteurs labellisés bio en France. Alors, ça peut être intéressant pour savoir, dans une localité donnée, pour tel ou tel type de production, si on a des agriculteurs labellisés. Alors, comme je disais, on peut maintenant demander à avoir une réduction de la période de conversion, sachant que toute la réglementation bio a été refondue à partir du 1er janvier 2022, hein, donc tout ça est assez récent, quoi, comme cadre réglementaire.
La réduction peut être donc réduite à 0, on peut d'emblée être labellisé bio, si on peut attester que la parcelle ou les parcelles n'ont pas subi de traitement avec des produits qui ne sont pas autorisés en bio depuis au moins 3 ans. Voilà, donc une attestation qui doit être fournie par le propriétaire actuel de la parcelle. Il faut aussi fournir un plan basé sur le cadastre qui permet de bien délimiter les terres qui font l'objet de la demande de conversion. Euh, Bon, donc, encore une fois, comme je l'ai déjà mentionné, hein, que le technicien de l'organisme certificateur donne un avis favorable aussi sur la demande de réduction de la période de conversion. Et donc, tout ça permet d'avoir le label bio d'emblée sur les terres. Donc, pour ça, concrètement, il faudra aller sur le site internet de l'INAO, et on a un portail qui permet, dans lequel on se crée un compte et qui va permettre de pouvoir faire sa demande de réduction de période de conversion. Voilà, donc il n'y a rien de très compliqué, hein, on précise ses coordonnées administratives, la localisation de la parcelle, le type de production, et on envoie ça donc avec les pièces justificatives, donc comme j'ai dit, plan des terres, voilà, pour donner un exemple, et puis l'attestation du propriétaire, comme quoi il n'y a pas eu d'épandage de produits interdits en bio depuis au moins 3 ans. Et donc, l'INAO traite le dossier et normalement vous donne une réponse favorable à votre demande. Voilà. Bon, voilà, de façon vraiment synthétique, ce que j'avais à dire sur le processus de certification. Après, pour le suivi, il y a les 3 éléments à retenir, c'est qu'il y aura des inspections sur site, donc il y a au moins une inspection par an sur laquelle vous êtes prévenu à l'avance, et une inspection, il peut y avoir de temps en temps des inspections inopinées à l'improviste sur site. Alors les inspections, c'est pour vérifier que, eh bien, sur site, il y a rien qui donne à penser qu'on ne respecte pas le cahier des charges bio. Et puis aussi, à l'occasion de ces inspections, on demande à ce qu'on transmette aux techniciens votre comptabilité et les cahiers de culture, qui sont donc les 2 autres éléments. Comptabilité, on va transmettre voilà, alors, si vous êtes en régime fiscal microbien comme moi, ça va être le cahier journalier sur lequel on note les dépenses et les recettes. Si vous êtes en régime fiscal réel simplifié ou réel normal, c'est tous les éléments comptables, hein, compte de résultats, bilan, etc. Comptabilité, c'est également toutes les formes de factures par rapport aux achats réalisés pour l'exploitation. Et puis, le cahier de culture, ça permet de suivre qu'est-ce qui a été planté, quand, à quel moment, dans quelle quantité, avec quelle source, quel type de fournisseur. Donc, d'ailleurs, pour la tenue de cette comptabilité, on va garder évidemment toutes les factures. Pour toutes les factures donc, de plants et graines labellisés bio, on va aussi fournir le certificat de labellisation bio du fournisseur. On va fournir également, bien sûr, les factures pour tout ce qui est matériel. Alors, en général, si un produit, quel qu'il soit, que ce soit du terreau, que ce soit un produit sanitaire ou autre, est utilisable en agriculture biologique, c'est indiqué par le fournisseur sur la facture, comme avec une mention comme ici, vous voyez, produit utilisable en agriculture biologique, ou aussi la mention UAB, utilisable en agriculture biologique. La plupart du temps, c'est mentionné. Il peut arriver quand même de temps en temps qu'on a un produit soit utilisable, mais que ce ne soit pas explicité. Bon, par exemple, c'est le cas de la vermiculite qu'on a ici. Donc c'est quelque chose qu'on va mettre dans les terreaux et qui est utilisable en agriculture biologique, mais là, en l'occurrence, ce n'était pas précisé. Bon, ça, si jamais il y a un doute, de toute façon, vous contactez directement votre organisme certificateur, vous demandez confirmation par écrit, par mail, comme quoi on peut bien utiliser le produit en question, et c'est bon. Alors, après, pour rentrer dans le détail de la réglementation, bon, c'est un peu complexe, hein, maintenant, il y a une quinzaine de textes réglementaires qui sont applicables. Bon, ça fait beaucoup de choses, beaucoup de textes, et en plus, c'est une lecture aride. Donc, c'est vrai que c'est pas vraiment évident. Mais bon, après, je vous mets en dessous de la vidéo le lien vers cet article sur le site Produire Bio qui référence tous les textes réglementaires.
Il y a des guides pratiques qui permettent de vulgariser, d'avoir des explications plus, disons, plus claires, plus accessibles, quoi. Déjà sur le site de l'INAO, il y en a déjà un bon nombre. Et puis, les organismes certificateurs éditent aussi des guides pratiques. En tout cas, chez EcoCert, on en a pas mal, par type, donc par type de production. L'autre élément, c'est donc le cahier de culture. Alors, il n'y a pas de prescription particulière sur la façon dont on doit le tenir, hein. Pour ma part, la façon dont je le tiens, c'est déjà d'avoir un tableur qui liste toutes les opérations de culture diverses et variées. Et si c'est lié à l'utilisation d'un produit qui vient d'un fournisseur, eh bien, quel est le fournisseur et quelle est la facture qui est donc liée à ce produit-là. Et puis, donc des tableaux de culture avec semaine par semaine, qu'est-ce qui a été fait comme opération avec mon petit code couleur, le semis en godet, culture en godet, plantation en terre, culture en terre, etc. Espèce par espèce, variété par variété, avec les quantités. Bon, en tout cas, c'est la façon dont je le fais personnellement, c'est avec l'indication aussi des quantités semaine par semaine. Avoir aussi un plan de la ferme avec les différentes implantations, les différents jardins, les différentes délimitations, les différentes subdivisions en tout cas de votre parcelle, c'est aussi demandé pour notamment pour respecter l'obligation de rotation des cultures, hein. Si vous êtes sur des cultures qui sont soumises à une obligation de rotation, comme les cultures maraîchères par exemple, c'est aussi demandé que le cahier de culture comprenne comme ça un plan des parcelles ou des subdivisions de parcelles comme ça qui permettent de bien comprendre l'articulation entre le calendrier et puis comme ça cette rotation sur le site. Alors je voulais parler aussi de quelques questions fréquentes, j'entends, sur le cahier des charges bio. Alors, quid déjà l'utilisation de paille et foin? Bien sûr, on peut utiliser de la paille et foin labellisée bio, mais aussi on peut utiliser des pailles et foin qui ne sont pas labellisées bio. Il n'y a pas de contrainte particulière à ce niveau-là. Il n'y a pas de formalité administrative pour ce type d'intrant-là. Pour les composts, c'est un peu différent. Il faut que le compost qu'on achète auprès d'un fournisseur, bien sûr on peut le produire soi-même, mais sinon si on l'achète auprès d'un fournisseur, il faut que ce soit un compost avec la mention UAB, utilisable en agriculture biologique. Parce que l'obligation réglementaire pour le fournisseur ici, c'est que de faire tester les teneurs en certains métaux dans le compost et que ces teneurs en métaux ne dépassent pas certains seuils réglementaires. Donc voilà, pour le compost, il faut qu'il soit labellisé UAB si vous achetez chez un fournisseur. Pour le fumier, c'est encore différent. On n'est pas obligatoire d'utiliser un fumier labellisé bio. On peut s'approvisionner auprès de fumiers conventionnels. Mais la formalité administrative ici, c'est de faire remplir une attestation sur l'honneur de la part du fournisseur, donc qui précise ses coordonnées, qui précise les quantités de fumier, les types de fumier transmis, et qui atteste que ça ne vient pas d'un élevage industriel, parce qu'un élevage industriel, après, il y a des précisions techniques pour voilà, expliciter qu'est-ce qu'on entend par là. Mais effectivement, c'est sur des nombres d'animaux très, très importants. Il y a quelques indications d'ailleurs sur le formulaire lui-même. Bon, et puis après, vous pouvez demander, toujours encore une fois, à votre organisme certificateur si jamais vous avez un doute à ce niveau-là. Pour l'utilisation des tapis chauffants, c'est possible. Utiliser des tapis chauffants donc, pour faire ses plans, hein, concrètement, ça sert à ça. Par contre, le fait de chauffer ses serres est interdit. La cueillette des plantes sauvages pour s'approvisionner dans la nature. Alors, est-ce que c'est possible? Oui. Par contre, il faudra faire une déclaration comme quoi on a fait de la cueillette de végétaux sauvages, donc une déclaration à transmettre à l'organisme certificateur avec quelle espèce, à quel moment, dans quelle quantité et quelle localisation, en mettant en annexe comme une carte IGN qui permet de représenter l'endroit où vous avez prélevé les végétaux sauvages. Et dernière question, l'achat de graines ou plants qui ne sont pas labellisés agriculture biologique, est-ce que c'est possible ou pas? Alors, c'est vrai qu'en principe, on doit s'approvisionner en graines et plants qui sont labellisés bio, mais effectivement, il y a des cas de dérogation. Alors, la plateforme de référence pour ça, donc c'est semencesbiologiques.org. Si vous voulez savoir si telle espèce, voire telle variété, pour telle ou telle variété, on peut s'approvisionner en conventionnel. Donc, on va rentrer dans le moteur de recherche le nom de l'espèce et éventuellement en plus le nom de la variété. Et il va nous préciser, alors par exemple, je rentre l'espèce citronnier. Bon,
Eh bien, il va nous préciser, ils ont noté en tout cas 5 variétés différentes. Quand il a noté d'ailleurs sans dénomination variétale, ça veut dire c'est l'espèce type, hein. Il y a pas de c'est pas lié, c'est l'espèce type, quoi. Il y a pas de variété particulière. Et donc, vous aurez la précision. Alors là, dans ce cas-là, donc pour cette espèce-là, on n'a aucune offre. Donc voilà, pour toutes ces variétés-là de cette espèce, il est possible de s'approvisionner auprès de plants, qu'en plants ou en graines qui ne sont pas labellisés bio. Pour ça, il faudra simplement se créer un compte d'ailleurs sur le site semence-biologique.org et puis faire une demande de dérogation donc pour cette espèce-là en indiquant l'espèce, la variété, la quantité, quand est-ce qu'on compte démarrer la culture, faire demande de dérogation. Et donc, s'il n'y a aucune offre, effectivement, la dérogation nous est octroyée d'emblée, il n'y a pas de difficulté. Voilà, donc on fait comme ça demande de dérogation, précisant le lieu de culture, la date de culture, l'espèce, les quantités. Après, pour donner un autre exemple, l'exemple de la tomate. Bon, là, pour le coup, il y a de l'offre, hein. Donc, voilà, on va rentrer, on voit que on a précision sur le nombre de variétés disponibles en bio. Très bien. Mettons que ce qui nous intéresse, c'est la variété ananas. On va cliquer sur la ligne correspondant à la variété. Et là, il nous précise quels sont les fournisseurs en France qui proposent du grain ou de la semence en bio. Voilà. Et en cliquant d'ailleurs sur chaque ligne, on peut avoir les coordonnées de chacun des fournisseurs. Alors, il faut noter que ce n'est pas forcément exhaustif, hein. Tous les fournisseurs ne font pas systématiquement la démarche d'informer la plateforme qu'ils ont un stock de plants ou un stock de graines. Donc, il faut le savoir. Et il est tout à fait possible pour une variété donnée qui est donc disponible en bio, de s'approvisionner chez un fournisseur bio qui n'est pas dans la liste ici, hein. C'est aussi possible. Mais voilà, dans tous les cas, dès lors qu'une variété apparaît comme disponible en bio sur la plateforme, il est obligatoire de s'approvisionner donc en plants ou en semences bio. Alors, petite représentation, donc, pour vous aider à y voir clair, donc, avec le cas de figure de je veux faire donc un plan qui soit greffé avec un pied mère, PM, donc, ouais, enfin des pieds mères issus de pieds mères, donc qu'on a acheté chez un fournisseur. Alors ici, ils ont noté donc pied mère pour PG, pour le porte-greffe, et PM greffon, pour la production du greffon qu'on va mettre sur le porte-greffe. Évidemment, si on prend auprès du bio, il n'y a pas de complexité, hein. Comme on voit ici, on greffe, on fait croître le plant et on le vend. Évidemment, il n'y a pas de complexité. Si le pied mère pour le porte-greffe et ou le pied mère sur le greffon ne sont pas bio, et que donc on a vérifié au préalable, comme on l'a vu sur la plateforme, qu'on pouvait bien s'approvisionner en plants qui ne sont pas bio, eh bien, donc on achète auprès du fournisseur, et il faudra attendre 2 ans, planter, faire cultiver donc les pieds mères chez soi, sur ces parcelles labellisées bio. Et il faut attendre une période de conversion qui est maintenant de 2 périodes de croissance. Donc concrètement, ça correspond à 2 années civiles. 2 années de croissance donc du pied mère qui n'est pas bio, pour qu'il soit converti en bio. Et une fois effectivement donc une fois qu'il est converti du fait de ces 2 années passées, eh bien, on peut après faire les opérations de multiplication. Alors ici, c'est du greffage, mais ça pourrait être aussi les autres modes de multiplication, marcottage, bouturage ou autre. Voilà, voilà pour quelques petites clarifications sur le sujet. Évidemment, il y aurait encore bien d'autres choses à développer. C'est un sujet un peu complexe, un peu riche. En plus, c'est une réglementation qui évolue au fil des ans. Il faut se tenir au courant. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a permis d'y voir un peu plus clair. Voilà, voilà. C'est tout pour cette vidéo-là. J'espère en tout cas que vous puissiez voir la vie s'épanouir en vous et autour de vous. Je vous dis à très bientôt.